Vous écoutez l'Armée des Ondes. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Les grands premiers ministres du 20e siècle, c'était Trudeau, c'était Mulroney, c'était Chrétien, c'était Paul Martin. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. Hey, lui, il sait ce qu'il veut. Il a pas la langue dans sa poche. Une nation forte. C'est une nation métissée. Come to the drum, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! Canada is a country that was built by immigration. Mais va la fermer sa gueule! Bonjour chers auditeurs et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle mensuelle de l'Armée des Ondes. Vous êtes chaque jour un peu plus à adhérer à cette aventure qui s'étoffera au fil des mois. Continuez à suivre et à partager notre humble travail et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires. Ceci étant dit, commençons cette émission. Atalant, a far-right group based in Quebec City. On comprend absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Atalante Québec fait sentir sa présence. Ils se définissent comme une organisation politique identitaire. Leur slogan, « Exister, c'est combattre ceux qui me nient ». Eh ben, mes cadets, ça commence bien. Faisons ensemble le retour sur nos actions des dernières semaines. Pour commencer, nous avons une fois de plus sillonné les rues de notre vieille capitale afin d'y distribuer de repas aux personnes en situation d'itinérance. Cela fait déjà plus de 4 ans que mois après mois, nous arpentons les trottoirs afin d'aller à la rencontre de tous les laissés-pour-compte de notre société moderne. Ces 4 années sur le terrain nous ont permis de constater une inquiétante augmentation de personnes dans le besoin vivant dans la rue. Des personnes bien souvent affligées par les problèmes de santé mentale et qui, face à un État préférant distribuer des ordonnances médicales à tout va, plutôt que de prendre en charge ses concitoyens les plus démunis, se retrouvent bien malheureusement laissés à eux-mêmes à errer dans la capitale et à dormir à la belle étoile par les nuits glaciales des hivers québécois. Un État qui, par souci d'économie, économie qu'il aura vite fait de gaspiller, a désinstitutionnalisé les centres fournissant un toit, un suivi et 3 repas par jour, pour finalement faire exploser ses coûts en intervenants, policiers, travailleurs sociaux, centres d'hébergement, hôpitaux, et j'en passe. Si vous aussi vous désirez donner un petit coup de main à nos compatriotes pris dans la spirale de la pauvreté, vous pouvez nous envoyer vos dons sur le site atalantequebec.com. Ou encore, vous rendre sur le parvis de l'église Saint-Roch pour y déposer couverture et denrées alimentaires dans les installations prévues à cet effet. Avec l'arrivée du Black Friday, nous avons aussi procédé à un collage de banderoles sur lesquelles on pouvait y lire « Achat local, force nationale ». Par ce geste, nos militants ont voulu sensibiliser la population sur l'importance capitale d'encourager les commerçants locaux plutôt que de sombrer dans la facilité et la dépense à outrance en consommant les produits des méga succursales américaines ou du géant Amazon. Géant qui, depuis le début de la crise sanitaire, engendre des profits faramineux, tandis que les entreprises d'ici se voient mis sous respirateur artificiel ou carrément envoyées aux soins palliatifs. Il serait plus que temps que les Québécois se réveillent et rejettent d'un grand revers de la main cette stupide tradition venue des États-Unis. Aussi appelé Vendredi fou, appellation qui lui va à merveille, le Black Friday n'est que le nouveau fer de lance du marché mondialisé, où l'on alimente votre aliénation bancaire pour renforcer votre camisole de dette. Souvenez-vous bien, vous n'êtes pas votre écran plasma, vous n'êtes pas votre nouveau téléphone intelligent, ni votre code de crédit. Ce que vous possédez finira par vous posséder. Sur ces mots, passons aux nouvelles nationales.
Moi, je suis un Canadien français. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Ils ont défriché ce pays-là dans les miséroirs rongés par les fous, à manger du navet, des hivers d'état. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qui ont toujours écrasés. OK, bienvenue dans ce 3e épisode de l'Armée des Ondes, édition de novembre. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reviens de nouveau pour ce sympathique segment d'actualité nationale. Ce mois-ci, nous avons encore une grosse émission avec un maximum de matière à couvrir. Alors sans plus tarder, allons-y. Comme mise en bouche, un petit retour rapide sur un des sujets de notre dernière mensuelle. L'annonce est tombée, Éric Duhem met fin au suspense, si suspense pour vous il y avait bien entendu, et sera bel et bien candidat dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Sa décision de faire un retour à la vie politique active serait motivée en grande partie par ce qu'il appelle l'extrémisme sanitaire et le manque de respect des libertés individuelles par le gouvernement caquiste actuellement en place. Il est intéressant de noter que M. Duhem a laissé savoir que sous sa direction, et je le cite, le PCQ prendra une position très ferme sur la défense et la promotion de l'identité québécoise, de notre culture unique et de notre langue française. À première vue, voilà qui s'en mettent de bon augure, je dois l'avouer. Mais comme il s'agit pour l'instant que de paroles et non de faits avérés, nous resterons quand même modérés dans notre enthousiasme. En effet, ce ne serait pas la première fois que la carte du nationalisme est jouée au Québec uniquement dans le but de courtiser les électeurs. Et parlant de nationalisme, ou plutôt parlant de manque de, je voudrais prendre un moment pour partager mon indignation vis-à-vis les responsables de la santé publique de la capitale nationale et de son directeur, le Dr André Dontigny en particulier. Bon, maintenant, vous vous demandez probablement ce qu'ils ont fait de si grave pour se retrouver mentionnés de la sorte dans cette chronique. Eh bien, voilà l'offense et faites-moi confiance, elle est digne de mention. Ces messieurs et dames suggèrent fortement que nous évitions les centres commerciaux, et j'imagine toute forme de magasin physique par la même occasion, et que nous favorisions à la place le magasinage en ligne pour effectuer nos achats des fêtes. Plutôt abject comme suggestion, non? Surtout après avoir fermé tous nos petits commerces locaux durant le premier confinement, alors que, souvenez-vous, Walmart, Costco, ainsi que toutes les autres grosses bannières de ce monde ont pu rester ouvertes, sans souci, et continuer à faire des affaires en or. Sans blague, on aurait presque dit que l'État leur tenait la porte. La porte de nos portefeuilles, bien entendu. C'est pourquoi je suis sidéré, outré même, qu'ils récidivent, sans gêne en plus, et portent un nouveau coup bas, en traite, à l'économie québécoise, déjà chambranlante, de par leur faute d'ailleurs. Surtout quand on sait que les achats en ligne favorisent davantage les géants du web, inutile de mentionner majoritairement américains, au détriment de nos petites entreprises, on se demande réellement à quoi pensent nos dirigeants pour nous arriver avec de telles suggestions. Et s'il vous plaît, je vous en prie, ne me parlez pas du panier bleu. Je crois bien qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, et puis oui, pas le choix d'en parler rapidement finalement. On peut quand même pas passer par-dessus le fait que le ministre de l'Économie du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, rêve, et c'est lui-même qui l'a dit, j'invente rien là, de créer un partenariat entre le panier bleu et Amazon, rien de moins. Inutile de vous dire qu'il n'y aurait pas grand-chose à gagner là-dedans pour les foyers québécois. Et de toute façon, on va se le dire, peu importe ce qu'essaye de nous faire miroiter M. Fitzgibbon avec son projet, une fois absorbé par Amazon, je vous garantis qu'il ne restera pas grand-chose de bleu dans le fond du panier. C'est pourquoi, chers auditeurs, à l'instar du pouvoir en place, je vous invite à prendre d'assaut les commerces de votre région et à délaisser le web. Allez en personne montrer votre support aux commerçants qui se battent chaque jour, contre vent et marée et aussi contre la bureaucratie effrayée, pour préserver le précieux fabriqué au Québec. Sérieux, il est plus que jamais vital que nous investissions dans notre économie, car il en va littéralement de notre survie, et j'exagère pas. Et si je peux me permettre une suggestion, lors de votre prochaine épicerie, donnez donc une chance aux produits de l'entreprise Canada Sauce de vous séduire. Pourquoi je parle d'eux en particulier? Eh bien, on apprenait récemment que le gouvernement, notre gouvernement supposément nationaliste, soit dit en passant, venait de leur faire une jambette de taille en accordant un prêt, donc un don, on s'entend, de 2 millions de dollars à leur concurrent, la multinationale Kraft Heinz. Et oui, Kraft Heinz va reprendre la production de son fameux ketchup dans son usine de Montréal. Donc évidemment, avec la perspective de création d'emplois, les cordons de la bourse de l'État se sont déliés sans condition. Pourtant, certaines conditions pour l'obtention d'un tel prêt auraient fait du sens, surtout quand on sait que les tomates utilisées pour la production du condiment proviendront des États-Unis, du moins jusqu'en 2023. Si l'obtention du prêt avait été conditionnelle à l'utilisation de tomates québécoises, il y a fort à parier que les retombées économiques auraient été rapidement beaucoup plus avantageuses. Peut-être aussi, quand on y pense, que ce prêt aurait été beaucoup plus utile, par exemple, aux 54 employés de Cascade qui perdront leur emploi cet été. Et ce, directement en corrélation avec les mesures sanitaires mises en place par ce même gouvernement, qu'à une méga compagnie ayant généré des profits de plusieurs milliards l'an passé.
Surprise, surprise, surprise. Le français sera en déclin à Montréal. Et oui, il y a encore des gens pour s'en étonner. Faut pas se le cacher, bien que pertinents, les articles du Journal de Montréal de ce mois-ci sur le sujet n'apprenaient pas grand-chose à personne. En effet, quand on regarde l'obsession pour le multiculturalisme de l'île et de sa couronne, l'accélération du déclin du fait français était une évidence que seuls des œillères bien opaques pouvaient masquer. Il serait malvenu de prétendre qu'une immigration massive et centralisée n'aurait pas d'impact sur la culture et la langue de ce lieu, et ce, même si votre gouvernement prétend autrement. En gros, il est tout à fait logique, pour le dire simplement, que moins il y aura de francophones à Montréal, moins on y parlera le français. Il n'y a pas beaucoup de travail journalistique à faire là-dessus. Et si par-dessus le marché, on rajoute à cela une forte culture ethnomasochiste au sein même de la jeunesse et des institutions supposées les éduquer, il est facile de comprendre comment on en est arrivé à un aussi triste résultat au niveau linguistique. Merci pour cette chronique, camarade. Poursuivons l'émission avec une petite pause publicitaire et au retour, les nouvelles internationales. Parce que naturellement, la Rothmans King Size est faite de tabac plus léger. La sauce au cheese whiz peut aussi être servie avec des légumes. Si vous écoutez cette capsule, vous êtes la résistance nationaliste. Suivez Alexandre Cormier-Denis, Philippe Plamondon et toute leur équipe sur Nomos TV, la web télé patriote du Québec. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood. Silence, la vilaine! J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Tends-lui la main, ça aide. Si je lui tends, ça sera au travers de la gueule. Bref, l'occasion de parler effectivement de la montée de l'extrême droite. Je suis antisémite, moi. Either you are with us, or you are with the terrorists. What the fuck is that? Allahu Akbar! Et maintenant, les actualités internationales. Au Venezuela, le 6 décembre dernier, pour les élections législatives, la coalition qui soutient le président Maduro a obtenu 67,7% des 5,2 millions de votes exprimés. L'opposition, soutenue par bon nombre de gouvernements des pays occidentaux, représentée par Juan Guaido, n'en a obtenu que 18. Il faut se souvenir qu'au début de 2019, Juan Guaido s'était autoproclamé président du pays, appuyé évidemment par l'oligarchie mondialiste. En effet, depuis l'époque chaviste, le Venezuela tient tête face à l'impérialisme américain et le président Maduro continue dans cette même lignée. Il ne s'agit pas ici d'encenser un régime fortement socialiste, mais de reconnaître le fait qu'il est tout de même très nationaliste. Pour eux, par eux. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a indiqué que ce scrutin était une mascarade. Il est toujours fascinant d'entendre des représentants états-uniens critiquer la politique d'autres pays, alors que leurs propres élections sont des mascarades monumentales où le pouvoir de l'argent domine systématiquement. En Norvège, pour reprendre une expression de nos camarades de Nomos TV, le bolchevisme sanitaire a atteint son paroxysme dans ce pays scandinave. En effet, début décembre, une dame a été condamnée à 24 jours de prison ferme pour avoir enfreint à quelques reprises les règles sanitaires, dont la quarantaine. Aussi, à la mi-novembre, un pasteur avait écopé d'une peine de 20 000 couronnes, soit près de 3 000 $ pour avoir rencontré ses ouailles. Une fois de plus, on assiste ici à un délire sanitaire dans un pays où la COVID a fait peu de dégâts. En France, à nouveau, la République française continue dans le délire du fichage de ses citoyens. Effectivement, depuis décembre, 3 décrets ministériels vont dorénavant permettre au gouvernement de recueillir des données, majoritairement sur les réseaux sociaux, concernant les opinions politiques, les comportements religieux ou les données de santé des Français. On remarque que la dystopie décrite dans 1984 de George Orwell semble de plus en plus devenir la réalité. D'ailleurs, ces nouvelles mesures se distinguent de ce qui avait été fait précédemment, parce que maintenant, il ne s'agit plus uniquement de ficher les actions des gens, mais simplement leurs idées. Jusqu'où la République des droits de l'homme ira dans la surveillance des gens? Il est grand temps que cela change. Au Royaume-Uni, dans le même ordre d'idées que le segment précédent, l'armée britannique a déployé une unité spécialisée pour mener une guerre de l'information contre la supposée propagande anti-vaccin. En effet, l'unité qui aura cette odieuse tâche avait été créée en Afghanistan en 2010 pour lutter contre les talibans et autres islamistes. Il est étrange qu'on utilise des militaires habilités à traquer des terroristes pour maintenant leur demander d'espionner leurs concitoyens
qui pourraient être réfractaires à recevoir un vaccin pratiquement conçu dans la hâte. Par ailleurs, cette même unité éplucherait déjà le cyberespace dans le but de dénicher les fausses informations ou les fake news concernant la présente pandémie. En Hongrie, sur une note un peu plus joyeuse, le premier ministre Viktor Orban a répliqué à la tribune publiée par le milliardaire cosmopolite George Soros comme quoi l'Europe ne doit pas faire allégeance au réseau Soros. Dans cette réplique, il mentionne notamment que la société européenne devrait être protégée par opposition à la présente société qui est multiculturelle et ethniquement mélangée et qui serait entre des mains des élites globalisées. Par ailleurs, il accuse Soros d'être un délinquant économique qui a gagné son argent par la spéculation, par la ruine de millions de personnes et même le chantage exercé sur rien de moins que les économies nationales. Il a aussi ajouté que George Soros dresse les uns contre les autres les peuples d'Europe. Comme il peut être rafraîchissant d'entendre de telles paroles de la bouche d'un chef de gouvernement. Évidemment, M. Orban reste un politicien, mais force est de constater qu'un tel discours serait impossible par chez nous, même s'il serait plus que nécessaire. Au Vatican, décidément, le pape François nous prouve qu'il ne peut plus être à la tête de l'Église catholique romaine. Début décembre, un ouvrage apparu où le pape critique fortement les anti-masques, tout en estimant le présent délire sanitaire. Il oppose d'ailleurs leur égoïsme supposé à l'altruisme des luttes antiracistes. Quand il parle d'égoïsme supposé, il ferait allusion au fait que ces personnes ne se porteraient pas à la défense des opprimés vivant dans des bidonvilles ou aux enfants qui manqueraient d'eau. Il souligne par ailleurs que les manifestations contre les mesures sanitaires ne sont pas légitimes, mais que celles qui ont lieu après la mort de George Floyd aux États-Unis seraient tout à fait correctes. Mais quel est le lien entre ces deux choses? Le pape serait-il tombé sur la tête? Nous avons ici la preuve que cet homme est définitivement nuisible au catholicisme, déjà que c'était problématique depuis l'avènement de Vatican II. Aux États-Unis, dans la saga des élections américaines, la Cour suprême des États-Unis vient d'infliger un sérieux revers à Donald Trump. La Cour aurait refusé de se saisir d'un recours formulé par ses alliés pour bloquer la certification des résultats de l'élection présidentielle en Pennsylvanie. Alors, pour les partisans de Trump, qui souhaitaient que celui-ci gagne parce que 6 des 9 juges sont d'allégeance plutôt républicaine, et les 3 derniers avaient été nommés par Trump lui-même, ils pensaient qu'il allait le soutenir. Eh bien non. Il serait sage que ce dernier finisse par admettre sa défaite, bien que les résultats aient été extrêmement serrés dans plusieurs États, et qu'il laisse le vieux sénile de Joe Biden enfoncer toujours plus les États-Unis dans la décadence libérale libertaire. En terminant, une mise à jour sur la situation en Arménie. Malgré la cessation des hostilités, la situation reste vraiment problématique pour l'Arménie, qui a malheureusement plutôt été défaite. Le premier ministre arménien est d'ailleurs fortement critiqué dans le pays pour avoir accepté un cessez-le-feu qui rétrocède des territoires de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, les forces azéries ont commencé à occuper le district de Lachin qui relie l'Arménie au Haut-Karabagh. Les braves habitants de la région ont détruit et saboté leurs maisons et les infrastructures avant de fuir pour ne rien laisser aux ennemis. Aussi, le président arménien a proposé de nouvelles élections, ainsi qu'une modification de la Constitution pour surmonter la présente crise et raviver l'unité nationale. Par ailleurs, la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan ont violemment condamné la résolution votée à la fin novembre par le Sénat français qui demande au gouvernement français de reconnaître la République du Haut-Karabagh. Encore une fois, ces deux pays ont utilisé l'idée que cela était une provocation et due à l'islamophobie en France, en espérant que le peuple arménien continue de résister comme il l'a remarquablement fait cet automne contre ses voisins mahométans. Excellente chronique comme à l'habitude, mon cher. Avant de conclure avec les nouvelles militantes internationales, allons rejoindre cette fois-ci Diane, à la météo. Pour commencer, les attentats pleuvent encore aux 4 coins du monde. Le climat de la nouvelle année qui arrive s'annonce très peu reluisant. Le 23 novembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une énième déferlante de feu et d'acier sur la capitale régionale du Nagorno-Karabakh sous contrôle des séparatistes arméniens, brisant ainsi le cessez-le-feu promulgué sous l'égide de Moscou. Assistons-nous à l'embryon d'une tempête aux proportions encore plus dévastatrices? Il est malheureusement trop tôt pour se prononcer. Au Canada,
On remarque une forte hausse de rafales d'armes automatiques dans les différentes villes prônant le multiculturalisme. Nos spécialistes ne sont toujours pas en mesure de trouver la corrélation entre l'augmentation de la criminalité et le bonheur du vivre ensemble. On a pu observer une précipitation de larmes de crocodile provenant du maire de Québec il y a quelques semaines. Selon lui, le fait d'être un peuple minoritaire, en y mêlant complotisme et radio d'opinion, engendrerait un racisme systémique. Cette bruine de petite envergure semble plutôt due à une convergence d'intérêts financiers obscurs, des vertus moralisatrices bon marché, de clientélisme à peine voilé et de vendetta personnelle de M. Labombe envers les radios privées. Aussi, la dépression que subit le Québec depuis près d'un an sera aggravée suite à la décision de nos girouettes au Parlement qui ont cru bon d'annuler tout rassemblement familial pour le jour de Noël. L'atmosphère s'étend dangereusement dans toutes les régions de la province à l'approche du solstice d'hiver. Pour finir, les nuages s'obscurcissent toujours à l'horizon. Préparez-vous car la tempête arrive. Veuillez laisser votre message après la tonalité. Bonjour à tous, chers camarades, militants et autres surfeurs de l'apocalypse qui êtes à l'écoute de cette chronique depuis ses très modestes débuts. Je suis au grand regret de vous annoncer que si vous êtes en train d'écouter ce message, c'est que je ne serai plus en mesure d'animer les chroniques militantes internationales pour une période qui m'est inconnue à l'heure où j'enregistre ce message. Cette situation qui m'attriste grandement, croyez-le bien, est due au fait que j'ai été invité de force à séjourner aux frais de la reine suite à une soirée où l'alcool, se mêlant à mon tempérament hérité de mes ancêtres conquistadors, m'ont entraîné dans une altercation avec un adepte du monde moderne. Évidemment, comme tout bon antifasciste, il n'a eu aucun scrupule à aller pleurnicher aux forces de l'ordre sur lesquelles il s'évertue à cracher leur venin à longueur d'année en bon petit bourgeois gauchiste. La personne qui me remplacera pour cette période sera, j'en suis sûr, tout à fait à la hauteur de la tâche. Continuez à suivre et à soutenir cette belle aventure. Soyez assurés que je pense à vous entre ma conserve de thon et ma toast au beurre journalière. Assurez-vous aussi, mes chers amis, que je profiterai de ce temps de repos pour parfaire mes lectures, faire un maximum de pompes et peut-être même, qui sait, m'initier aux subtilités du tai chi qui me permettraient de ressortir de cette aventure comme un homme nouveau, calme et serein. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, je l'espère. Et n'oubliez pas, rendez-vous à la victoire. Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Autant pour moi. La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global. T'assistes à une colossale conspiration. À l'époque où j'ai commencé la politique, je n'avais pas de moustache, mais j'avais une grosse barre de fer. Bonjour à tous, chers auditeurs, et merci d'être à l'écoute de cette nouvelle rubrique militante internationale de notre mensuel. Comme à l'habitude, nous couvrirons les actions de différents groupes militants survenus ces dernières semaines. Pour commencer, félicitons le travail acharné de nos camarades de l'Alvarium et de l'Octorium qui enchaînent quotidiennement les maraudes auprès de leurs compatriotes français sans domicile fixe. Un engagement qui accomplissent sans relâche et qui apporte aide et réconfort aux laissés pour compte du monde moderne. Encore une fois, rappelons que le salut de tout militant nationaliste qui se respecte passe aussi en accomplissant des actions sociales pour venir en aide aux plus démunis de sa nation. En Autriche, des activistes ont recouvert une statue Black Lives Matter en plein centre-ville de Vienne par un mémorial en l'honneur des femmes et des enfants morts suite aux nombreuses attaques terroristes qui sont survenues dans différentes villes européennes depuis les dernières années. Malgré l'importation du conflit racial qui émane des États-Unis et qui ne fait qu'alimenter le désordre social et nous rapproche de plus en plus du spectre de la guerre civile, cette action rappelle le danger de l'énorme passoire qui est devenue la frontière de cette ancienne forteresse qu'était l'Europe et l'afflux incontrôlé des sans-papiers voulus et orchestrés par des oligarques sans scrupules ayant soif de main-d'œuvre bon marché. Du côté de la Méditerranée, Casapan a organisé une action devant les bureaux du centre de distribution d'Amazon. Vêtus de leur masque tricolore, les militants ont demandé qu'une taxe spécifique soit immédiatement lancée envers ce géant du web. Pendant que l'Italie s'effondre, Amazon grossit. Des centaines de milliers de PME sont en danger de fermeture définitive due aux restrictions sanitaires et à l'absence de réel soutien de la part du gouvernement. À l'opposé, les principaux actionnaires de Zoom, Facebook, Microsoft et évidemment Amazon pour ne nommer que ceux-ci, voient leur fortune personnelle grimper en flèche.
Des plateformes que nous utilisons malheureusement tous de près ou de loin et davantage depuis les mesures de confinement. Ce système qui graisse la patte des multinationales tout en dévastant le tissu économique local et engendrant des millions de sans-emploi. À ces attaques lancées à leurs endroits, Amazon s'est défendu en affirmant avoir investi en Italie plus de 5,8 milliards d'euros et créé plus de 8500 emplois permanents depuis 2010. Et à ça s'ajoute au-dessus de 120 000 nouveaux emplois indirectement liés à leur investissement. Nous avons ici un très bon exemple du futur qui nous attend. Un monde moderne, uniformisé, poussé à son extrême où le monopole, les intérêts personnels et l'avidité l'emportent sur le dur labeur, la passion et l'authenticité. Pour finir, nous aimerions aussi saluer le travail de terrain remarquable qu'effectue Solidarité Arménie. Une aide plus que nécessaire pour un peuple qui affronte vents et marées face à un ennemi barbare et sans honneur. La perte de membres de leur famille, la relocalisation forcée, le manque de vivres, d'aide médicale et de chauffage touchent tous les Arméniens vivant dans les zones ravagées par cette guerre. Depuis leurs arrivées, le mouvement a pu s'engager dans la distribution de vêtements pour bébés, de couvertures, de denrées alimentaires, de systèmes de chauffage électrique et même d'un fauteuil roulant à l'hôpital de Gori. Aussi, ils sont présents sur la ligne de front auprès des soldats pour leur apporter nourriture, matériel et support. Je vous invite à visiter leur page et si possible à leur offrir un don. Merci, chers camarades. Voilà qui conclut cette 3e mensuelle. De la part de toute l'équipe de l'Armée des Ondes, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Malgré les circonstances, profitez d'un temps de repos bien mérité. Et revenez-nous en pleine forme pour surfer cette nouvelle année qui s'annonce particulièrement houleuse. Nous vous laissons maintenant sur les airs de cette irrésistible chanson de Maya qui a pour titre « Lait de coco ». Au plaisir de vous retrouver en janvier prochain et comme toujours, rendez-vous à la victoire. Sur la plage, nu sur le sable chaud, et le vent tournait les pages de son San Antonio. J'arrivais dans ma décapotable, Gominé belle bagnole, Gomina Reban, look impeccable, de quoi la rendre folle. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Je suis la victime silencieuse d'un agresseur invisible. Quelqu'un qu'on ne peut pas désigner, nommer, décrire. Quelqu'un qui sur le papier n'existe pas. Quelqu'un de plus à plaindre que moi. Il faudrait que je m'excuse, que je me cache, que je me taise. Après tout, mon visage violacé pourrait servir d'arme aux idées les plus extrêmes. Alors que celles qui me poussent à me taire ne sont là que pour me protéger. Ma peur, les insultes quotidiennes, mon cœur palpitant dans ma poitrine, dans certaines rames de métro bondées ou désertes, que je n'ai d'autre choix que d'emprunter, ne viennent que de mes idées préconçues et mauvaises. Je devrais me laisser faire en silence, ne pas relever, ne pas être offensé. Je devrais les plaindre, car ce sont eux les vraies victimes, et ce statut leur donne le droit de tout. On ne peut pas être victime de l'homme invisible, et au jeu de Calimero, tout le monde est perdant. S'il faut être celui qui est le plus à plaindre, alors j'attendrai de mourir. Même là, mon trépas sonnera silencieux, et mon corps inanimé qui claquera sur le pavé le fera dans le plus assourdissant des silences, et de ma mort on ne retiendra que le doux murmure des bougies. Pour que je sois sauvé, il aurait fallu que mon agresseur s'appelât Pierre, Jean, Raphaël. Mais voilà, celui qui m'a tué, insulté, violé, n'a pas de nom. C'est un jeune, un rescapé, une chance. Je n'ai pas le droit de le nommer. Pour la police débordée, c'est une statistique indétrônable. Pour mes amis, une réalité dont nous sommes coupables et pour laquelle apparemment il aura fallu que je meure. Je suis une proie donnée en sacrifice à l'autel du progrès. Abandonné des miens, laissé sans protection par des frères fatigués d'être la cause de tous mes maux, je meurs de la main invisible de celui qu'on ne peut nommer. Je ne servirai même pas d'exemple, d'avertissement. Je rejoindrai à mon tour le rang des statistiques que l'on taira, pour manquement de cohérence à la grande base de données de la fiction présentée. Je suis une femme sur le sol français, et sur ma tombe, on gravera le mot